SOA. Nous allons parler du secteur EAA, de l'abordabilité, comment faire en sorte que les services soient plus abordables. Je m'appelle Tom Seleket de l'UNICEF, du programme conjoint de suivi, et c'est moi qui présiderai la session. Vous avez le programme. Nous avons 90 minutes et nous allons démarrer par une présentation de Katharina Albuquerque, qui est le directeur général de SOA, suivi d'une introduction du coordinateur de l'OMS, Bruce Gordon. Ensuite, nous aurons une présentation des résultats du travail sur l'abordabilité durant les 3 dernières années, d'abord par Guy Hutton de l'UNICEF et ensuite Marina Takane de l'OMS. Je donnerai ensuite la parole à mon collègue Ring Johnston, qui facilitera un panel avec des contributions de collègues du Cambodge, de Philippines, de l'Ouganda, du Burkina Faso, et nous donnerons ensuite la parole à notre rapporteur qui fera les remarques de conclusion. Voici le programme. Nous essayons de gérer la technologie. Nous espérons que vous serez patients. Il y aura des pauses, la possibilité de poser des questions, faire des commentaires. N'hésitez pas à le faire à travers la fonction chat et j'essaierai de faire en sorte que les panélistes répondent à vos questions. Sans plus attendre, je voudrais que Madame Katharina vous souhaite la bienvenue à travers une vidéo. Dear participants, Chers participants, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Katharina Burke, je suis directeur général de la SOA. Je suis désolée de ne pas pouvoir participer à ce webinaire, mais je voulais vous envoyer un message. Comme vous le savez, SOA a choisi l'abordabilité comme un point clé dans le contexte de notre campagne en cours sur les droits humains à l'eau, à l'assainissement et l'hygiène. C'est un élément clé à ce droit humain et nous devons avoir davantage de discussions, de décisions, de faire davantage de progrès. Lorsque l'on parle d'abordabilité, nous allons au-delà des ODD qui ne se penchent que aux cibles concernant de l'eau, le point 6.2, assainissement et hygiène. Donc, c'est un sujet qui est important pour moi. Lorsque j'étais le rapporteur spécial des Nations unies sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, je me suis penchée de façon approfondie sur ce sujet. J'ai exploré la faisabilité du suivi de l'abordabilité du secteur EAH dans le cadre de ce que l'on appellera le programme de développement 2050. Nous avons eu l'appui du programme commun de suivi et tout ceci a
été intégré dans les ODD, mais quelques années après, après l'approbation des ODD, eh bien, nous ne pouvons pas encore mesurer de façon systématique, faire le suivi de l'abordabilité. Et nous savons que même si l'accès au secteur augmente, ça ne signifie pas nécessairement que l'abordabilité s'améliore. Peut-être que les personnes font des sacrifices qu'ils ne devraient pas faire pour pouvoir payer leurs factures d'eau, leurs s leurs serviettes hygiéniques, pour que leurs filles puissent aller à l'école. Nous ne le savons pas, nous devons faire davantage pour assurer le suivi concernant l'abordabilité du secteur EH. Je souhaite la Je suis heureuse que le rapport de classe et du programme commun de suivi se soit penché sur l'abordabilité de façon concrète pour voir comment conceptualiser, mesurer et assurer le suivi de l'abordabilité. C'est peut-être un sujet sensible, ne doit pas être déterminé par le gouvernement. Il y a différentes perspectives sur la façon dont les gens perçoivent l'abordabilité, comment les opérateurs, les régulateurs, le secteur public et privé perçoivent l'abordabilité. Et dans ce sens, répétons notre mantra, l'engagement multipartite est l'alpha et l'oméga. Et il faut que les parties prenantes soient autour de la table, non seulement pour aborder le sujet, pour comprendre ce que ceci signifie dans la perspective des droits humains. Il s Est-ce que ça signifie qu'il doit y avoir des services gratuits pour tous? Non, ce n'est pas le cas. Mais malgré toutes les discussions, au sein de soi, nous voulons peser sur les actions concrètes, les politiques nationales pour s'assurer que l'abordabilité soit intégrée et que l'assainissement et l'eau pour tous deviennent une réalité pour tous avant 2030. Je vous souhaite bonne chance pour cette discussion et je suis désolée de ne pas être parmi vous. Okay, thank you very much to Merci Katerina for beaucoup, those opening Katharina, remarks, pour ces um, remarques d'introduction explaining the importance of the issue and also the fact that sur we have l'importance been du sujet thinking about it for many et years. le fait I'm que nous going to nous sommes pass now penchés sur la to Bruce question Jordan depuis from longtemps. WHO Je to donne give la a parole few à Brice introductory Gordon de comments l'OMS from pour his. des remarques d'introduction. Thanks so much, Tom. Merci beaucoup, Tom. I think I'm getting some interpretation in French my way, but I'm just going to turn the volume down and hopefully it works out for everyone Je else. reçois l'interprétation en So français really, dans les oreilles. we're really Je vais pleased baisser that le volume. SWA Nous sommes has très heureux que convened this, and certainly from a soit WHO and UNICEF perspective, it's really l'OMS et incredible to see l'UNICEF Mm-hmm. se just everyone réunissent coming on autour board de and ce introducing sujet et themselves, que tout le such monde diversity se there. And we have two really présente. Il y a strong global monitoring une platforms that are diversité engaged in dans this, notre both the Joint Monitoring partenariat. Program that look at access, and you're familiar with all the reports, and the UN Water Glass Program. And they both deal with aspects of affordability. Certainly from both the WHO and UNICEF sides, this is an important determinant of health, and certainly for the health of children. We look at equity and the vulnerable as this La agenda. vulnérabilité, ne laisser personne de côté, et il est important de mettre les lumières sur les plus vulnérables qui n'ont pas accès aux services EH. Nous allons en parler davantage et c'est encore plus important alors que nous devons gérer la reprise
de la COVID-19. Nous sommes fiers d'avoir publié le rapport le mois dernier. Nous sommes allés plus loin que ce à quoi je m'attendais lors de la préparation des ODD. Nous nous sommes penchés sur différentes questions, la possibilité d'assurer un service, un suivi au niveau des services, de différentes perspectives. Et nous avons finalement, il y a 3 ans, pu démarrer cette collaboration avec différents experts d'organisations mondiales et nous avons mené différentes études de cas. Ce que nous espérons aujourd'hui, alors que nous approchons des ODD 2030, nous devons nous pencher sur ces recommandations. Vous les avez probablement vues, nos experts en parleront lorsqu'ils présenteront le rapport. Nous avons un programme chargé durant ces 18 minutes et Tom et Greg vous présenteront les différents points. Pedro, c'est un plaisir de vous avoir ici. Nous savons que c'est une priorité pour vous et je suis heureux que nous ayons un magnifique panel des représentants du Cambodge, d'Ouganda et d'autres pays. La collaboration a été plus importante que jamais. Avec ce programme ambitieux, nous voulons renforcer le suivi national, international et avoir des données infranationales pour nous permettre de mettre la lumière sur les populations vulnérables qui n'ont pas pu avoir accès à l'eau. Donc, nous voulons que ce soit un petit peu un élan, ce webinaire. Nous savons que des dizaines de millions de foyers n'ont pas pu avoir accès aux services EAH. Et il y a la possibilité de formuler de meilleures politiques, de meilleurs programmes. Je me penche sur mon horloge. Je suis dans les temps et je laisse la parole à mon Thanks, coéquipier. Bruce. Merci, Perfect timing. Bruce. And a nice Vous êtes réellement dans les temps. introduction to Une this issue, which is belle clearly introduction complex à issue ce and sujet requires qui us est to work on, complexe. in partnership to try and address it. I'd now Et like to move d'avoir mis to l'accent a couple sur of le slides. partenariat qui permet de Guy is réaliser going nos to objectifs. talk Guy va maintenant nous faire more un petit the key findings that résumé put us on the measurement des track résultats of what clés de was ce achieved rapport, that came out mesure et suivi de l'abordabilité du secteur EAH, concepts clés, résultats et recommandations. Il y a également une synthèse avec des études de cas. Guy Hutton va nous faire un petit résumé. Il est conseiller de la section EH de l'UNICEF. Si vous ne le connaissez pas encore, Guy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Tom. Oui, comme Tom l'a dit, je vais faire une petite synthèse de 3 années de travail et un long rapport avec des études de cas. Télécharger le rapport en ligne pour avoir tous les détails à la suite de ma présentation. L'objectif de cette initiative de suivi
de l'abordabilité était de mettre en place une vision commune et acceptée, une méthodologie pour assurer le suivi de l'abordabilité du secteur au niveau mondial pour la période des ODD et au-delà. Comme ceci a été dit, il y a eu une implication des institutions mondiales, des études de cas de différents pays, donc beaucoup d'acteurs, un une implication multipartite. Les gens ont une idée de ce qu'est l'abordabilité, mais le la définir, la mesurer, c'est différent. Ceci peut être approché sous des angles différents. L'objectif d'eux est justement de décider comment cette mesure se fait, quelles sources, hem, de données sont disponibles. Il faut améliorer l'abordabilité des données, c'est l'objectif 3 et lien avec les politiques, comment utiliser ces données pour nos politiques, ça c'est l'objectif 4. N'oublions pas cet objectif, ce lien avec les politiques. Nous avons voulu mettre l'accent là-dessus et ma collègue de l'OMC nous parlera tout particulièrement de ces réactions au niveau politique. Alors, le groupe d'experts a défini 3 dimensions clés de l'abordabilité, donc très simple. D'abord, le prix du coût lié au service EH au niveau des foyers, ce que paient les foyers pour les services reçus si des services sont fournis. Deuxièmement, le pouvoir d'achat du foyer, comment couvrir les dépenses, que ce soit des dépenses mensuelles ou autres investissements, de investissement d'un système, d'une infrastructure ou maintenance. Et puis, troisièmement, le prix des autres besoins du foyer. Donc, si d'autres services sont couverts par la protection sociale, les services publics, ça signifie qu'il leur restera davantage à dépenser dans le secteur EH. S'ils doivent dépenser de leur propre poche l'éducation de leurs enfants, etc., il y aura moins d'argent disponible pour le secteur. C'est une matrice simple. On peut identifier quels sont les foyers les plus vulnérables. Ce sont ceux qui ont le moins de revenus, qui n'ont pas de soutien public et pour lesquels les services ont un prix élevé. Mais donc, pour ceux-ci, même lorsque les prix sont bas, ils restent vulnérables et mais il y a d'autres foyers qui, hem, qui, lorsque les prix augmentent, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Il y a 3 moyens complémentaires de mesurer l'abordabilité. Je vais les passer en revue. Le comportement des gens, ce qu'ils disent, les dépenses EH comparées à une référence convenue, le niveau de la pauvreté du foyer et les mesures en place pour assurer un soutien aux populations vulnérables en matière de services WASH. Nous utilisons différents critères d'évaluation, la validité, selon les 3 dimensions mentionnées tout à l'heure, la justesse, est-ce que les données reflètent bien la définition pour les acteurs qui les utilisent? Ça, c'est le point 3, la pertinence. Et puis 4, la faisabilité. Donc, le rapport présente en détail ces différentes méthodes et comment elles intègrent ces 4 critères. Je vais simplement faire
un bref résumé des résultats. Pour ce qui est du comportement, un exemple est de suivre la façon dont les foyers ajustent leurs demandes selon que les tarifs augmentent ou diminuent. Si un opérateur double les tarifs du jour au lendemain, on voit un ajustement des foyers et les plus pauvres, bien sûr, demanderont moins d'eau s'ils paient 2 fois plus et ça permet de comprendre l'abordabilité de l'eau lorsqu'il y a des limites de dépenses dans un foyer. Donc on voit les réponses dans la vie réelle et ceci reflète les besoins de dépenser dans d'autres services. Si ils ont de l'argent, ils ajusteront moins leur, utilisation de l'eau et leurs dépenses. Certains certaines ONG, certains opérateurs nous fournissent des banques de données. On voit un exemple de Safe Water Network au Ghana. Une expérience a été faite. On a augmenté le prix de certaines, stations hydriques et ceci a conduit à une réduction importante de la demande des populations de cette région, de cette zone. Les foyers sont sensibles au prix, mais quelquefois, ils augmentent leurs demandes lorsqu'ils s'habituent à l'augmentation de prix, lorsqu'ils s'adaptent. Maintenant, selon ce que les gens disent, on pourrait imaginer un sondage concernant la volonté de payer si on apporte une meilleure qualité de service. Tout dépend bien sûr de l'abordabilité. L'avantage d'avoir ces réponses, c'est que les personnes nous disent qu'ils dépensent selon leurs besoins, mais selon si c'est un homme, une femme, le chef du foyer ou non, eh bien, les réponses peuvent être différentes. Et par exemple, ce n'est pas la même chose si on pose la question aux membres du foyer qui sont responsables de porter, d'aller chercher l'eau. Dans ces résultats, il y a une série de variables qu'il faut prendre en considération pour ce qui est de la volonté à payer. De nombreux sondages de ce type ont été développés. On obtient des statistiques précises, mais on a du mal à avoir une politique globale d'inclusion à partir de ceci. Maintenant, par rapport à une référence donnée, ce que les gens dépensent par rapport à un certain revenu, on peut demander, par exemple, combien et quel foyer paie plus de 5 de ses revenus sur les services en eau et en assainissement. On pourrait décider d'un seuil décidé par les opérateurs ou le gouvernement de coûts élevés et au-dessus de ceci, ce ne serait pas abordable. Dans nos études de cas, nous voyons différents tableaux. Dans certains pays, une proportion importante des foyers ne paient pas pour l'eau. C'est le cas du Pakistan, la Zambie, du Cambodge et dans d'autres pays, de nombreux foyers dépensent plus de 10 de leurs revenus sur l'eau. Le Ghana, le Pakistan et l'Ouganda sont des exemples de ceci. Ceci nous donne une idée des dépenses par rapport à la proportion du revenu et c'est utile pour les décideurs politiques. On peut également approcher les données sur le plan de la richesse des foyers, revenus plus ou moins élevés. Les personnes les plus pauvres
dépensent une part de leur revenu plus importante pour recevoir des services d'eau et d'assainissement. Le Mexique, l'Ouganda, la Zambie est un exemple. Pour le Pakistan et le Cambodge, et le Ghana, pardon, ceci est moins évident. Si on se penche aux dépenses courantes, beaucoup de foyers n'ont pas de services adéquats par rapport au standard national. On voit que la plupart des foyers dépensent entre 0 et 1% de leurs revenus. Mais s'ils n'avaient pas de service de base, que devraient-ils dépenser pour avoir ce niveau de service? Et on voit le tableau changer de façon assez drastique. Beaucoup de foyers devraient dépenser plus de 10% de leurs revenus et une proportion élevée, plus de 3% de leurs revenus. Donc, il est important de prendre en considération les lacunes en matière de services lorsque l'on fait des études d'abordabilité. Ici, nous voyons le cas du Ghana. Nous nous penchons sur les dépenses réelles en bas et nous voyons que les pauvres dépensent peu. Nous pourrions conclure que c'est un système abordable, mais si on regarde le temps de la collecte de l'eau, on voit que les ménages pauvres dépensent davantage de leurs revenus virtuels parce que le temps est de l'argent. Pour ce qui est de la maintenance, du temps, des coûts en capitaux annualisés, nous voyons que tous les ménages doivent dépenser davantage, mais tout particulièrement les plus pauvres, les déciles les plus bas. Donc, ceci a été rendu possible en utilisant des études de cas, tout particulièrement au Ghana, selon la façon dont on prend en considération les coûts, les résultats sont différents. Il y a des pour et des contre par rapport à cette approche. Nous recevons beaucoup de séries de données, d'enquêtes de plus de 50 pays, mais elles ne sont conduites que tous les 3 à 5 ans. Donc, il est difficile d'avoir un tableau annuel. Les données ne sont pas toujours dans le domaine public. Les, le coût du temps est exclu, n'est pas pris en considération. Et d'un autre côté, ces approches sont utilisées, faciles à comprendre. Et lorsque les foyers dépendent d'un seul service qui répond au standard national, c'est plus facile à évaluer. Pour des pays comme le Portugal, c'est une approche valide. La plupart des coûts sont inclus. Néanmoins, nous devons nous poser la question, quelle est la référence? 3%, 5% du revenu? Est-ce que cette référence doit varier selon les foyers, les ménages? Comment définir une référence pour l'abordabilité du secteur EH? Quand on ne sait pas ce que le foyer doit dépenser pour d'autres secteurs, si nous définissons 5%, ça signifie que le reste de leurs revenus doit leur servir pour avoir accès à tous les autres services. Donc, il nous faut nous pencher sur d'autres secteurs pour avoir une référence pertinente pour nous au sein du secteur EAH. Je ne peux pas m'attarder sur les détails, mais quel est le niveau de pauvreté du ménage? Un exemple serait, par exemple, tous ceux qui vivent au-dessous du niveau du seuil de pauvreté. Ceci a été fait pour l'assainissement en Inde. Tous les ménages considérés comme étant pauvres reçoivent une subside du gouvernement pour
les toilettes. L'avantage est que ce sont les mêmes enquêtes qui sont faites que pour le secteur EAH. Et en utilisant ce mécanisme, ça peut faciliter la consolidation des subsides. Est-ce est-ce que la mesure monétaire est suffisante? Et est-ce que le niveau de pauvreté est mis à jour? Ce sont des questions qu'il nous faut nous poser. Et puis, quel est le degré de pauvreté qui doit être utilisé pour déterminer l'amplitude de l'appui reçu dans le cadre d'un subside? Une question donc de politique. Et enfin, se pencher sur les mesures en place pour assurer que les pauvres et les vulnérables ont un accès financier aux services WASH. Faire en sorte qu'ils soient plus abordables. Note that expenditure data that we have need to be interpreted in the light of the support measures that are being given. So we may see in some of the countries. Dans certaines études de cas nationales, beaucoup de ménages ont des dépenses de 0 à 3% pour le l'EAH. C'est peut-être parce que ces services sont déjà subventionnés. Donc, il faut s'assurer que ces subventions continuent à l'avenir. Sinon, le diagramme serait très différent. Et l'avantage de cette méthode est que nous avons des données glaces et qui sont collectées de manière standardisée sur plus de 100 pays chaque 2 ans, mais il n'y a pas un indicateur unique pour prévoir l'abordabilité. Donc, il faut une triangulation sur plusieurs indicateurs. Lorsqu'on étudie les politiques, il faut également examiner comment celles-ci sont mises en œuvre, parce que beaucoup de pays ont des politiques d'abordabilité, mais elles ne sont peut-être pas toutes mises en œuvre. Nous avons plusieurs recommandations dans le rapport. Je pense que nous avons déjà utilisé tout le temps imparti, mais il faut examiner les dépenses, la couverture des pays. Donc, il faut pouvoir voir ce qui peut être extrait des études ou des enquêtes de revenus et de dépenses, mais il faut également examiner les normes de coûts par pays pour identifier les lacunes en matière de services pour enfin identifier les subventions à fournir. Il faut de manière plus large discuter comment les ménages peuvent subvenir à leurs besoins de base, donc alimentation, santé, etc. Et nous voulons interagir avec plus de pays pour amplifier nos analyses et analyser les données vraiment en profondeur afin de retenir le plus de données possible pour les appliquer aux politiques. Je donne maintenant la parole à Marina Takanina qui va nous parler des opportunités disponibles par le biais de la donnée glace. Merci, Guy. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui et comme Guy l'a dit, je vais vous donner un bref aperçu pour ce qui est du potentiel d'un suivi mondial des politiques et des mécanismes à travers UN Water et Glass. Tout d'abord, les données liées à l'abordabilité à travers de Glass. Donc, tout d'abord, le GLASS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une initiative de suivi mondial. Nous examinons les
contributions et les processus nécessaires pour une accessibilité universelle à l'EAH en nous concentrant sur les plus vulnérables et non desservis. Nous prenons en compte les cibles 6A et 6B des ODD. Dans notre dernier rapport, nous nous sommes concentrés sur les politiques, les plans et les objectifs nationaux sous les ODD. En septembre-octobre, nous allons terminer notre 6e cycle de collecte de données auprès de pays et d'agences d'aide externe. Lors du dernier cycle, nous avons eu 115 pays et 29 ESA qui ont participé, donc ces agences d'aide externe, et nous voulons battre ce record. Et notre prochain rapport GLAS sera lancé au 4e trimestre 2022. Qu'est-ce que l'enquête GLAS? Eh bien, elle est ample et elle couvre beaucoup d'éléments. Nous collectons des données sur des indicateurs sur l'abordabilité ou liés à l'abordabilité des services. Nous en avons ici 17 liés directement ou indirectement à l'abordabilité ENH avec les aspects juridiques, de régulation, politique, de programmation, de participation, de suivi, de finances, entre autres. Je vais souligner quelques-uns de ces indicateurs et vous donner un aperçu des résultats du GLAS pour le dernier cycle. Pour ce qui est des politiques, y a-t-il eu un objectif abordabilité pour l'eau potable? Un peu moins de 50% ont répondu que oui. Certains pays ont donné des cibles très spécifiques, comme les Seychelles, qui veulent garder le seuil en dessous de 5% des revenus disponibles et arriver à 3% d'ici 2030. Mais la Jamaïque a communiqué que personne ne doit être nié l'accès à l'eau potable du fait de leur incapacité à payer. Nous avons également plusieurs questions liées aux populations vulnérables. Tout d'abord, pour la programmation, dans quelle mesure existe-t-il des mesures pour offrir des services aux populations vulnérables dans les politiques et les plans nationaux? Vous voyez les réponses dans la première colonne sous gouvernance. Et pour le suivi, est-ce que les progrès pour étendre et maintenir les services aux populations, ces progrès sont-ils tracés et rapportés? Vous voyez les résultats dans le deuxième colonne. Ensuite, le financement. Y a-t-il des mesures dans le plan de financement pour cibler les ressources afin de réduire les inégalités et les niveaux de services? Sont-ils appliqués aux populations vulnérables? Les résultats sont dans la troisième colonne. La majorité des pays ont des mesures spécifiques pour ceci. Ici, on se concentre sur les populations pauvres. Donc, ces mesures existent dans les politiques et les plans, mais pour la mise en œuvre et le suivi, il y a souvent des lacunes. Donc, pour le suivi et l'offre de services aux populations pauvres, un peu moins de la moitié des pays en ont, et pour les mesures financières, le chiffre est encore plus faible, le plus souvent. Y a-t-il des programmes financiers pour rendre l'EAH plus abordable pour les groupes vulnérables? Lors du dernier cycle, eh bien, on a vu que ces programmes financiers existent le plus souvent pour l'eau potable urbaine. Donc, 70% des pays qui ont répondu ont dit que ces programmes existent pour l'eau potable urbaine et la moitié à peu près disent que ces programmes sont amplement utilisés. Lorsqu'on compare l'assainissement urbain et rural, eh bien, ces pourcentages sont plus faibles et l'utilisation est moindre. Pour l'abordabilité et comment elle est définie dans les politiques et les plans, nous constatons des variations entre les pays.
sur la base d'un pourcentage de revenus la plupart du temps. Pour l'Indonésie, l'abordabilité correspond à 4% des revenus minimums régionaux. Pour l'eau potable, pour le Laos, c'est d'autres choses, etc. Pour les exemples d'abordabilité, de programmes d'abordabilité utilisés, j'ai quelques exemples ici. Fiji a répondu qu'il y avait un programme d'eau gratuit pour les ménages avec un revenu de moins de $30,000. Le Ghana a fourni des subventions de 50 à 75% pour les ménages à faible revenu. En Hongrie, les municipalités sont soutenues pour que le coût de l'eau ne soit pas supérieur à la moyenne nationale, notamment pour les prochaines étapes pour la glace, pour l'abordabilité. Eh bien, nous allons continuer à collecter, analyser les données sur les contributions et les processus concernant l'abordabilité. Nous sommes en train de mettre en place un portail de données glace. Nous allons inclure les données sur l'abordabilité, bien sûr. Le lancement est prévu pour le 3e trimestre 2021. Nous envisageons la possibilité de produire les points saillants thématiques sur l'abordabilité dans l'avenir. Et nous voulons lier les analyses sur l'abordabilité avec les comptes EAH, qui sont des analyses approfondies nationales sur les dépenses de l'EAH. Nous avons vraiment apprécié de participer aux études d'abordabilité. Nous avons pu étudier les mécanismes et les politiques afin de mieux comprendre les actions des pays pour rendre l'EAH plus abordable. Et si nous voulons influencer les politiques nationales dans ce domaine, il faut vraiment comprendre les mécanismes existants et ce qui est déjà en place. Merci. Merci beaucoup. Merci Guy et Almeria pour vos excellentes présentations. C'était beaucoup d'informations. Il faudra du temps pour digérer tout cela, mais Guy a vraiment montré que des progrès ont été réalisés. Nous avons pu clarifier les concepts de l'abordabilité. Nous avons identifié différentes manières de mesurer cela. Nous avons identifié également différentes sources de données. Il faut aller au-delà des dépenses, pouvoir les mettre en contexte et étudier différents services. Faire des études cross-sectorielles, c'est difficile, mais pour que ce soit pertinent, il faut une compréhension commune entre pays. Comme Maïna l'a dit, beaucoup a été fait pour faire un suivi des politiques et des objectifs, mais il faut arriver à comprendre si les mesures fonctionnent et si elles améliorent l'abordabilité sur le terrain. J'ai quelques questions dans la boîte chat et j'espère que Guy et Marina pourront essayer d'y répondre. La mesure des revenus et des dépenses dans cet enjeu. Guy, est-ce que vous pouvez y répondre? Et puis, la dimension genre et la variabilité entre ménages. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, je vois de très bonnes questions. Merci. Donc, pour ce qui est des enquêtes sur les revenus et les dépenses, ou plutôt les données là-dessus, il faut avoir une enquête de bonne qualité sur les revenus et les dépenses. Cela demande toute une série de questions
questions pour comprendre les différents types de dépenses mensuellement et annuellement. Voilà pourquoi nous nous reposons sur les enquêtes des offices nationaux des statistiques. Ce sont les enquêtes les plus fiables, bien qu'il y ait encore des lacunes. Si nous voulons réaliser nos propres enquêtes sur les dépenses en EH, pour ensuite les comparer aux dépenses totales, eh bien, ça demanderait des enquêtes de grande amplitude. Bien sûr, on peut faire une estimation des revenus, mais c'est très difficile d'extraire les revenus de ces enquêtes. Et pour ce qui est des variations entre ménages, eh bien, dans nos études de cas national, nous avons dû faire beaucoup de désagrégation. Donc, il fallait faire une différenciation par décile, zone urbaine, rurale, type de service, etc. Il y a différence entre familles grandes et petites. Il y a également le taux de dépendance. Parce que si on a beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui apportent des revenus, eh bien, ce sera différent de ménages où il y aura beaucoup d'enfants et peu de personnes qui apportent des revenus. Dans les enquêtes sur les revenus et les dépenses, eh bien, il y a des informations démographiques. Donc, nous espérons pouvoir explorer les dimensions genre également dans les prochaines enquêtes. Pour ce qui est de la différence entre opérateurs privés et publics, les enquêtes n'ont pas identifié s'il s'agissait de services publics ou privés. Donc, on n'a pas pu faire cette distribution de données. Il faudrait, mais nous serions capables d'étudier les différences entre les services publics et privés à l'avenir. Merci, Guy. Et Marina, est-ce que vous pouvez brièvement répondre à la question qui concerne l'information sur les prestataires publics et privés, ainsi que sur les coûts réels pour fournir certains services dans les pays? Je demanderai à nos intervenants de continuer à répondre aux questions dans le chat. Merci, Tom. Je pense que Guy a parlé de la question des services publics et privés, mais dans l'enquête GLAS, nous ne collectons pas d'informations spécifiques concernant les opérateurs publics et privés. Certains pays ont donné ces informations de manière bénévole, mais dans les comptes EAH, où il y a des études approfondies avec des prestataires publics et privés, là, on pourrait faire une analyse plus étendue. Mais c'est une question complexe et cela demande des études et une exploration ultérieure. Pour ce qui est des coûts, je pense qu'il s'agit également de quelque chose que nous tentons d'extraire dans les études sur les comptes EH. Dans GLAS, nous collectons des informations non détaillées. Donc, nous ne pouvons pas identifier des coûts sur les services EH durables. Donc, encore une fois, cela demande des études plus approfondies, détaillées. Merci. Merci, Marina. Et je pense qu'une conclusion importante était d'aller
au-delà du point de livraison de services et d'examiner d'autres services, d'autres secteurs. Je donne maintenant la parole à Rick Johnston qui représente l'OMS. Merci, c'est une discussion vraiment riche. Je suis heureux d'y participer. Nous avons un très bon panel pour vous. Nous avons un représentant de Manila Water, un grand opérateur du gouvernement du Burkina Faso. Yes, so we have from Manila Water, we have Perry Rivera. Manila Water, Perry Rivera, c'est Dunana du ministère de l'eau et de l'assainissement. Le professeur Rob Hope de l'Université d'Oxford. Malheureusement, nos collègues du Cambodge et notre intervenant a un empêchement. Monsieur Rivera, Manila Water est un grand opérateur qui dessert plus de 6 millions de personnes, peut-être plus. Vous fournissez un taux réduit à vie pour les ménages les plus pauvres et pour les seniors. Comment pouvez-vous faire en sorte que ces programmes de subvention atteignent vraiment les groupes éligibles à ces subventions? Monsieur Rivera, vous m'entendez, Eric? D'accord. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité et félicitations à Guy Hutton et son équipe pour avoir préparé cette équipe. J'ai travaillé dans le secteur de l'eau pendant 25 ans et nous n'avions pas de base pour trouver ce seuil de 5% en matière d'abordabilité. Maintenant, nous avons une base. Dans notre contrat, la demande d'offrir ces services, c'est un devoir qui nous est incombé par la loi. Alors, il nous faut faire une cartographie des pauvres urbains, identifier des ménages vulnérables, des sites de relocalisation pour le gouvernement s'il y a un projet d'infrastructure et qu'il faut faire une relocalisation de ménages pauvres lorsque c'est le cas, c'est considéré directement comme une zone de pauvreté urbaine. Nous avons une commission. Un pauvre urbain doit recevoir le certificat d'une agence gouvernementale. Ce n'est pas une science parfaite, pour être honnête. Nous avons des inspections des zones de notre territoire pour nous assurer que les ménages vulnérables urbains bénéficient des services et ceci inclut les personnes âgées. Lorsque l'on est immatriculé comme citoyen âgé, le ménage reçoit cette aide. Donc, un secteur avec différentes vérifications pour s'assurer que les gens répondent à des critères de ressources. Je voudrais revenir sur un défi. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi l'année dernière. Savez-vous si Manila Water a mis en place des mesures spécifiques pour que les gens continuent à avoir accès aux services d'eau et d'assainissement malgré la pandémie?
comment est-ce qu'on a établi un équilibre pour ce qui est de la durabilité? Bonne question. Au mois de mars, au milieu du mois de mars, notre gouvernement a mis en place un système. Beaucoup de régions ont été touchées, particulièrement la capitale, et on s'est aperçu qu'il y a eu une baisse de revenus, particulièrement autour du mois de juin, et le gouvernement des Philippines a mis en place un certain nombre d'instructions, de régulations pour assurer une aide au niveau des paiements. Après ceci, nous nous sommes aperçus que nous avons pu revenir à notre efficacité en matière de collecte. En tant qu'ancien opérateur, je me dis quels sont les indicateurs concernant l'abordabilité de l'eau. Ce devrait être l'efficacité de collecte. Si les clients ne peuvent pas payer, ils perceront vos canalisations et il y aura un problème de maintenance, un problème pour l'approvisionnement en eau. Et puis, nos contrats nous permettent de pousser l'ajustement tarifaire pour toucher les clients à revenus élevés. J'espère que ça répond à votre question. De très bons exemples. Merci de les avoir partagés avec nous. Passons maintenant au Burkina Faso, où nous avons Seydou Nana du ministère de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais demander quels sont les défis pour les plus pauvres au Burkina. Il y a eu des articles dans le passé qui disaient que les plus pauvres au Burkina dépensent plus de 10% de leurs revenus sur les services EH. Mais comme Guy l'a mentionné, il est difficile d'avoir des chiffres exacts concernant ces questions d'abordabilité. Alors, je me demandais si le ministère avait des informations plus à jour concernant les ménages les moins fortunés, leurs dépenses en matière de EH. Y a-t-il des politiques pour cibler les politiques vis-à-vis de ces familles? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. D'abord, je voudrais demander de corriger mon nom, c'est Seydou Sana. Seydou Sana et non Nana. Alors, je voudrais remercier donc l'UNICEF pour nous avoir associés à ce panel et vous dire que la question donc d'accès aux services sources, surtout à l'eau au niveau des ménages, est une préoccupation fondamentale dans la définition des politiques. Mais c'est vrai, nous convenons avec vous que nous n'avons pas des outils qui nous permettent donc de faire un suivi des ménages par rapport donc aux dépenses effectuées pour justement dépenses effectuées pour accéder donc à la ressource en eau. Mais ce que je peux vous dire, et nous avons à ce niveau des pratiques au niveau donc village, quand je prends par exemple le milieu rural où
c'est de façon communautaire, de façon, les pauvres ont accès, les personnes vulnérables ont accès et la communauté l'autorise sans problème. La seule difficulté pour nous, c'est que nous n'avons pas de données réelles qui peuvent permettre donc de détailler donc ces éléments, mais les données que nous pouvons noter, c'est des enquêtes qui sont réalisées souvent par l'Action sociale ou par l'Institut national des statistiques. Mais au niveau donc du ministère de l'eau et de l'assainissement, nous utilisons ces données pour justement étayer l'accès donc des ménages à l'eau et à l'assainissement. Pour encore noter concernant l'accès des ménages vulnérables à l'eau et à l'assainissement, nous intégrons déjà dès la réalisation des dispositions qui permettent donc à ces ménages de dépenser moins pour pouvoir accéder donc à l'eau et à l'assainissement. Voilà un peu quelques éléments que je voulais porter à votre attention et vous rassurer que, quel que soit nous sommes au milieu rural ou en milieu urbain, les dispositions sont prises pour accompagner les ménages vulnérables pour faciliter leur accès donc à l'eau et à l'assainissement. C'est pas si j'ai pu répondre à votre préoccupation. No, thanks, that's excellent. Merci, parfait. Et je m'excuse d'avoir écorché votre nom, Monsieur Sanaï. Donc, dans les zones rurales et urbaines, il y a des dispositions pour que les ménages aient accès à l'eau en termes de réduction de tarifs, de subsides, de tarifs comme à Manila. Y a-t-il des politiques particulières pour s'assurer que les ménages vulnérables aient accès à l'eau et à l'assainissement? Toujours au Burkina, hein? Yes, yeah, sorry, it's a Oui, follow-up. oui, tout à fait. Oui, Oui, ce type de disposition au Burkina. Donc, ce type de disposition au Burkina existe. Quand vous prenez le milieu rural et le milieu urbain d'abord, l'État a fait en sorte que les tarifs de l'eau soient, la consommation de l'eau est tarifiée en fonction des quantités d'eau consommées et les ménages vulnérables qui ne consomment pas beaucoup d'eau ont les tarifs les plus faibles. Et donc, ceux qui consomment le plus d'eau, donc les ménages aisés ou les industriels, payent 5 à 10 fois plus cher que les ménages vulnérables. Donc, ça, c'est une disposition que l'État a vue et qu'on appelle la tranche sociale et qui permet vraiment d'accompagner les ménages vulnérables pour accéder à l'eau. Et une autre disposition à ce niveau, c'est que quand on s'écarte au niveau des périphériques, il a été réalisé des bornes fontaines. Et les coûts de ces bornes fontaines sont encore plus accessibles que ceux qui ont des branchements à domicile. Et tout ça, ce sont des dispositions pour faciliter donc l'accès à l'eau et à l'assainissement, à l'eau au niveau donc urbain. Et au milieu rural, le coût défini en milieu rural est très, très faible et tient compte de la précarité de ces populations. Généralement, c'est autour de 5 francs CFA. Bon, si je vais convertir en dollars, c'est beaucoup de centimes, pratiquement, ça ne vaut même pas 1 centime de dollar. C'est pour qu'on tienne compte du niveau donc, de pauvreté dans ces villages et leur permettre d'accéder. Et je disais aussi au niveau en milieu rural, dans les villages, on donne la possibilité donc aux ménages
qui ont accès à une seule source de pouvoir faciliter. On peut dire, dans notre localité, nous n'avons pas besoin de vendre l'eau et donc les ménages aisés vont cotiser pour le fonctionnement donc, de l'ouvrage. Et donc, les ménages, tout le monde a accès à l'eau gratuitement. Et lorsqu'il y a une panne, c'est les ménages aisés qui prennent la responsabilité de l'entretien et de la maintenance. C'est des pratiques communes qui sont là et qui permettent l'accès à l'eau à tous les niveaux. Et donc, le ménage vulnérable est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un dont ces conditions sont prises en compte par la société. Et récemment, il y a quelques années, on a commencé donc une politique qui permet aux collectivités, donc aux communes, de recenser les personnes vulnérables dans les villages. Et donc, ces personnes vulnérables ont été définies et ont un accès systématique donc, à ces services-là sans problème. Nous sommes en train de travailler à trouver des mécanismes qui permettent à ces personnes vulnérables, là où l'eau est obligée d'être vendue, que la commune puisse leur donner des tickets qui leur permettent d'accéder permanemment donc, à la ressource. Donc, la réflexion est en cours à ce niveau et je pense que nous sommes... je pense qu'en tout cas, nous sommes beaucoup avancés pour trouver des dispositions pour gérer la question d'eau. Et je voyais une préoccupation qui dit, est-ce que that's very clear. Merci, merci. OK. Merci beaucoup D'accord, pour merci. cette explication spécifique. Il semble y avoir une combinaison de politiques, de tarifs préférentiels, de systèmes pour identifier les plus vulnérables. Je vois qu'il y a certaines questions dans le chat et je voudrais vous demander de continuer à aborder le cas du Burkina dans le chat, mais nous avons maintenant nos collègues du Cambodge et d'Ouganda qui sont prêts. Je me tourne vers le Cambodge. Son Excellence, Monsieur Shrepon, du ministère du développement rural au Cambodge. Excellence, le Cambodge a été reconnu dans le monde pour la qualité de sa gestion de l'eau et a gagné le prix Stockholm Industry pour la qualité de l'approvision en eau. Et je suis sûre que ceci a eu un impact sur l'ensemble du Cambodge. Et même au-delà, je voudrais vous demander comment les prestataires de services au Cambodge ont identifié les foyers les plus vulnérables pour s'assurer qu'ils aient accès aux services en eau et en assainissement. Votre Excellence, vous avez la parole. Merci pour cette question. Rick, je suis très heureux de participer à cette réunion. Je suis désolée d'être arrivé un peu tard. Je suis en charge de l'assainissement lié aux zones rurales, mais votre question porte davantage sur les zones urbaines. Mais nous pouvons néanmoins faire une présentation sur l'ensemble du pays. À Phnom Penh, nous avons une réforme importante en matière d'approvisionnement en eau concernant l'ensemble du système, à l'exception de certaines zones. Nous avons été reconnus mondialement. Nous avons fait une réforme concernant l'autorité. C'était géré par l'État auparavant. Aujourd'hui, nous avons une agence, une autorité qui en est responsable. Nous avons beaucoup de réformes, beaucoup d'initiatives ont été mises en œuvre pour améliorer le service. Nous avons une approche orientée sur le client. Nous prenons en compte
différents aspects concernant les populations urbaines. Pour les zones rurales, même chose. Pour nous, durant les 10 dernières années, notre stratégie a été d'accélérer le développement. Nous avons un programme d'accélération rapide. Nous avons bien réussi en général pour ce qui est de l'amélioration des services dans l'ensemble du pays, dans les zones rurales et urbaines. Et nous sommes aujourd'hui à un tournant. Nous parlons d'équité, d'abordabilité. Et cette réunion arrive à point, et l'étude de Guy Hutton également. Ceci nous donne des informations. Nous allons devoir changer de stratégie pour avoir une perspective plus holistique et nous focaliser davantage sur ceux qui sont les plus vulnérables. Cette nouvelle stratégie veut s'assurer que chacun ait accès aux services d'eau et d'assainissement. Donc, les résultats de vos études arrivent à point, étant donné que nous sommes en passe de formuler une nouvelle stratégie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers l'Ouganda. George Atwa, économiste. Et je voudrais revenir à la question de la durabilité financière. Comment équilibrer le besoin des subsides aux plus vulnérables avec le besoin d'avoir des institutions stables. Il s'agit peut-être d'une contradiction et c'est lié à la question des revenus élevés. Comment abordez-vous la question de la durabilité économique au Rwanda? Vous avez la parole. Merci beaucoup. My name is George Aporo again from Uganda. Je suis M. Poegem d'Ouganda. Et dans le contexte rural, eh bien, nous tentons, We have established what ou plutôt nous avons établi un certain type de tarif afin de pouvoir permettre à la population locale, ou plutôt afin que les plus pauvres puissent avoir accès aux services. Mais pour nous assurer de la durabilité du système, eh bien, nous offrons des subventions conditionnelles pour veiller à la continuité des activités de la maintenance. Nous savons que les populations veulent ces services, mais le tarif initial de connexion est un problème pour beaucoup de groupes. Donc, nous sommes en train de mener des travaux de construction, mais tout d'abord, nous prenons en compte ces groupes vulnérables en mettant en œuvre ces connexions promotionnelles pour environ 50 à 100 000 shillings. Donc, c'est un frais de connexion plus faible que la normale. Donc, nous sommes basés sur des subventions, principalement pour l'eau courante. Les communautés rurales ont plus accès à l'eau gratuite, à l'eau de la nappe phréatique. Nous sommes
en train de mener une réforme politique avec la mise en place de l'eau courante et les populations rurales sont également désireuses de payer. Nous mettons en œuvre une directive gouvernementale selon laquelle il faut cibler les communautés les moins desservies. Et les communautés doivent également exprimer un certain niveau d'engagement. Si elles montrent un intérêt, eh bien, elles pourront prendre part au système. Et lorsqu'il s'agit de l'allocation budgétaire aux collectivités locales en milieu urbain, eh bien, nous prenons en compte les différents groupes de la population pour nous assurer que le système soit entièrement fonctionnel et puisse être maintenu par les populations. Donc, voilà ce que nous faisons. C'est encore un enjeu parce que les plus pauvres ont vraiment du mal à faire des dépenses en matière de AH, même s'ils ont accès à des sources sans service. Mais lorsqu'il y a une volonté de payer, eh bien, nous fournissons ces services. Voilà. Merci. Je suis heureux que vous ayez mentionné le problème suivant, c'est-à-dire que certains groupes ont du mal à payer les frais de connexion parce que c'est un obstacle à obtenir un service supérieur, même s'ils peuvent payer le service sur base mensuelle. Donc, tout d'abord, notre intervenante, Marina, pour la glace. Marina, pour ce qui est des subventions pour les frais de connexion, dans l'enquête glace, vous avez collecté différents exemples d'abordabilité. Vous avez montré 5 pays en exemple. Est-ce que le taux de réponse dans ce domaine est faible ou est-il instructif avec beaucoup d'informations? Y a-t-il des informations sur les frais de connexion ou autres et les subventions? Est-ce que ces informations sont sur le site? Merci. Je serai brève. Nous avons peu de temps. Oui, je pense que dans l'enquête glace, les pays sont vraiment prêts à communiquer ces exemples. Et dans notre ensemble de données, la moitié des pays ou plus ont répondu à cette question sur les programmes d'abordabilité. Les données sont disponibles en ligne. Tout notre ensemble de données est publié en ligne pour chaque cycle. Nous voulons, à travers le portail de données glace, rendre ces données plus accessibles à tous. Ceci sera lancé dans quelques mois. Les données glace sont riches, selon moi, et nous pourrions les utiliser beaucoup plus. Mais pour ce qui est des programmes d'abordabilité, eh bien, les exemples que j'ai montrés sont assez représentatifs pour ce qui est des subventions, des tarifs en bloc, des programmes d'eau gratuite dans différents pays. Donc, je pense que cela représente bien les réponses des différents pays pour cette question. Merci. Merci, Marina. Maintenant, je donne la parole à Tom pour un peu de discussion entre les panélistes avant de conclure. Tom, vous avez la parole. Merci, Eric, et merci à tous nos panélistes. Certaines choses intéressantes ont émergé. Tout d'abord, beaucoup de travaux sont en cours, mais il y a des enjeux. Il est difficile
de définir les bons tarifs, les bons frais de connexion. then we're going to have problems. I think, the idea you can't ignore it. On ne peut pas ignorer ces enjeux si on n'essaie pas de gérer l'abordabilité, eh bien, il y aura des abus ou autres. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que nous avons déjà les données pour mesurer ceci, c'est essentiel. Beaucoup de panélistes ont dit que nous avons quelques données sur ce que les gens paient, mais ce n'est pas suffisant pour prendre des décisions. Nous avons certaines données sur les tarifs, mais c'est difficile de normaliser ceci. Il faut faire la différence entre les tarifs urbains et ruraux, quels sont les tarifs pour l'eau courante, les tarifs pour la nappe phréatique. Donc, il y a des lacunes. Un autre thème qui semble récurrent concerne le niveau de service. Comment est-ce que nous devons prendre en compte les niveaux de service pour ce qui est de l'abordabilité? Certains payent peut-être beaucoup pour un mauvais service ou peu pour un très bon service. Donc, il faut pouvoir faire le lien entre les dépenses et le niveau de service fourni. Nous avons eu un très bon commentaire de la part de Osma qui a demandé si nous avons les données suffisantes pour pouvoir faire les évaluations nécessaires afin de réaliser les ODD. Eh bien, il faudra identifier ou fournir des efforts pour améliorer les données afin de pouvoir évaluer l'abordabilité de manière pertinente. Et Marina a dit qu'il fallait comprendre l'abordabilité au niveau des ménages. Ça, c'était une chose. Il fallait comprendre au niveau de la communauté, mais il fallait également avoir une compréhension globale. Prendre en compte le flux d'argent qui entrait dans les systèmes pour savoir si c'était suffisant, quel était le taux des dépenses publiques. Il y avait également les efforts des agences d'aide externes. Est-ce que ceci est suffisant? Donc, les panélistes continuent à répondre aux différentes questions. Elles étaient vraiment très intéressantes. Pour terminer, quelques brèves remarques de conclusion de la part du nouveau rapporteur spécial sur les droits humains à une eau potable et un assainissement sécurisé. Donc, l'abordabilité est un point qui a émergé très clairement. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez sur la base de ce que vous avez entendu et nous orienter pour ce qui est de nos efforts, pour ce qui est de l'abordabilité dans le contexte des ODD. Merci, merci beaucoup. Chers amis, cela a été un honneur de d'écrire la préface à ce rapport très instructif et de pouvoir conclure ce séminaire. Eh bien, lorsque nous parlons d'abordabilité de l'âge, il s'agit de financer ces droits humains fondamentaux. D'abord, il faut se demander l'abordabilité, ce sera pour qui? Eh bien, ce sera pour les 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau potable sécurisée et aux 2,4 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc, il s'agit d'abordabilité pour des milliards de personnes pauvres qui vivent au bord de sources d'eau polluées.
Donc, il faut se demander quel type de technologie prioriser et qui doit financer ces transformations. Pour le type de technologie, indubitablement, selon moi, les technologies les plus efficaces sont celles qui se basent sur le cycle hydrologique naturel, et donc sur les écosystèmes desquels les populations locales dépendent. Donc, ce type de système aurait des coûts bien inférieurs aux technologies des grandes infrastructures ou des technologies sophistiquées. Donc, une bonne solution serait donc de décentraliser et de laisser la gestion entre les mains des communautés. Pour ce qui est des investissements, eh bien, tirons une leçon de la pandémie. La pandémie a mis en lumière notre vulnérabilité. Le statut économique, la fermeture des frontières n'a pas pu nous protéger. Donc, c'est cette expérience collective de vulnérabilité qui a fait émerger le consensus sur le besoin de renforcer notre système de santé pour qu'il soit public et universel, qui couvre tout le monde et ne laisse personne pour compte. Et personne ne parle des lacunes financières dans la santé publique, parce que tout le monde sait que nous sommes confrontés à un enjeu démocratique. Il ne s'agit pas d'un domaine économique. Il faut que l'EH devienne la pierre angulaire de nos efforts. Ces 2,2 milliards de personnes ne sont pas des groupes à potentiel lucratif. Ce n'est pas une opportunité pour les marchés financiers. Mais actuellement, les plans post-pandémie ne sont plus basés sur les stratégies d'austérité, comme lors de la crise de 2008. Il s'agit du nouveau Green Deal. Les investissements doivent renforcer les investissements publics. Il faut renforcer les moyens des plus pauvres pour qu'ils aient accès à l'EH et l'eau potable. Il faut également qu'ils puissent faire face au changement climatique. Il faut vraiment nous orienter pour la réalisation de l'ODD 6 et donner la priorité aux femmes, à leur participation. Il faut prendre en compte 3 enjeux interdépendants. Faire la paix avec nos sources d'eau, l'eau potable et l'assainissement. Il faut que nos fleuves, nos sources d'eau retrouvent leur santé. Donc, il s'agit d'un enjeu triple qui est essentiel dans la lutte mondiale contre la pauvreté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remarques, Pedro. C'est très clair. L'abordabilité est plus importante que jamais. Nous devons mettre en place des protections bien plus fortes et
Il y a des enjeux très forts pour ce que cela veut dire pour la gestion de l'EH. Les équipes de l'EH de GLAS et de l'OMS sont engagées à travailler en commun pour l'avenir. J'aimerais remercier tous nos présentateurs, nos panélistes et nos interprètes qui travaillent dans l'ombre. Et merci également au SWA pour avoir organisé ce webinaire. Ces enregistrements seront disponibles sur le site du SWA plus tard. Donc, merci à tous d'avoir participé aux discussions et nous espérons pouvoir continuer ces discussions à l'avenir. Au nom des organisateurs, merci beaucoup d'avoir participé. Merci.